Bonjour, donc nous continuons avec ce cours. La dernière fois, nous avons trouvé que l'énergie était équivalente à la racine de P carré C carré plus M carré C4. Bien sûr, ce P correspond à la quantité de mouvement en 3D et pour un photon, puisque sa masse est nulle, donc l'énergie c'est C fois le module de la quantité de mouvement P. Alors que l'énergie est toujours une énergie au repos qui est mc carré plus un demi mv carré si l'objet était en mouvement. Mais l'énergie au repos, c'est toujours mc carré, c'est le minimum d'énergie contenue dans une particule avec une masse M. Donc, nous avons cette propriété qui nous dit que l'énergie est égale à mc carré, bien sûr pour une particule au repos. Cette formule-là, cette grandeur, est la loi fondamentale de la physique nucléaire. Donc, tout ce qui est physique nucléaire, ce que vous allez voir dans le semestre prochain, tout ce qui est physique nucléaire est basé sur cette égalité ou bien cette équivalence entre énergie et masse à travers ce facteur E carré, la formule E égale mc carré. Je vous donne un exemple juste pour voir les grandeurs des choses ou bien l'ordre de grandeur des valeurs des énergies. Par exemple, si vous avez un gramme de matière, quelle que soit la matière, un gramme, une masse qui est égale à un gramme de n'importe quoi. Son énergie, bien sûr, est mc carré, donc en kilogrammes, c'est 1 par 10 moins 3 fois c au carré, donc c'est 3,18 mètres par seconde au carré, ce qui sera équivalent à 9 par 10, 13 joules. Si on le transforme en wattheure, l'énergie ou bien en puissance électrique, donc on divise par 3600, qui représente 1 heure en seconde. Donc c'est 9, 10, 13 divisé par 3600, ce qui nous donne 25 par 10 à la puissance 9 Wh, ou bien 25 16 kWh, ou bien 25 mégawatts. Bon, donc cette valeur-là de 25 10 à la puissance 6 kWh, c'est à peu près l'équivalent de la production électrique d'une petite centrale électrique pendant un an. Donc, vous imaginez qu'un gramme de matière contient l'énergie électrique qui est produite par une centrale électrique pendant un an. Donc, vous imaginez un peu la grandeur de la valeur énergétique de la matière. Bien sûr, si elle est proprement convertie. Si vous comparez ça à la combustion, donc la combustion de 1 gramme de matière, 1 gramme de fuel ou bien 1 gramme de quelle que soit la matière, ça vous donne à peu près 8,5 par 10 moins 3 kWh. Donc, de 10 moins 3 jusqu'à 10,6, donc vous multipliez par 10 à la puissance 9. C'est donc milliards fois le grand. Donc, cette énergie qui est contenue dans un gramme de matière ou bien dans la matière en général est à peu près 3 milliards de fois plus grande que l'énergie obtenue par la combustion chimique que vous connaissez. Bien sûr, on n'a pas actuellement le moyen de transformer cette énergie ou bien cette masse entièrement en énergie comme une conversion à 100%. On n'a pas la technologie à le faire et c'est très difficile à le faire, mais c'est juste pour voir l'ordre de grandeur de l'énergie réelle de la matière comparée à l'énergie chimique ou bien à l'énergie de combustion. Bon, ça s'applique aussi sur un objet complexe, c'est-à-dire si vous avez un objet formé par plusieurs particules. Aussi, son énergie est égale à la masse totale grand M par C carré.
Donc, on considère que les particules ont des énergies MI carré. Donc, si vous avez n particules, I représente le nombre de la particule, donc de 1 jusqu'à n. Donc, si vous avez 3 particules, par exemple, donc les énergies des 3 particules sont M1 C carré et M2 C carré et M3 C carré. Bon, nous allons trouver, ou bien, en réalité, la valeur MC carré, c'est-à-dire la masse totale fois C carré, vous trouvez qu'elle est différente de la somme des MI C carré. Donc, de M1 C carré plus M2 C carré plus M3 C carré, etc. Donc, l'énergie, dans ce cas, pourquoi on a cette différence? Parce que l'énergie d'un objet inclut, ou bien l'énergie totale d'un objet, grand MC carré, c'est la somme de 3 formes d'énergie, en réalité. C'est la somme de 3 énergies. Premièrement, son énergie au repos, donc le MC carré au repos. Puis, il y a son énergie cinétique, s'il est en mouvement, donc le n demi mv carré, plus une énergie supplémentaire qui est l'énergie d'interaction entre ces particules. Donc, si on a plusieurs particules, il y a une énergie d'interaction entre ces particules, ou bien ce qu'on appelle chimiquement les énergies de liaison. Donc, la liaison, les liaisons chimiques, ou bien les interactions qui s'établissent entre particules, ou bien entre molécules, ou bien n'importe quelle particule massive, c'est en fait des formes d'énergie. Donc, l'énergie totale d'un objet, c'est son énergie au repos plus son énergie cinétique, plus cette énergie d'interaction ou bien l'énergie de liaison entre les particules. Donc, dans ce cas, si on simplifie par le C carré, nous trouvons que M, la masse de l'objet, elle est différente de la somme des masses qui constituent l'objet. Donc, grand M, elle est différente de sigma MI. Donc, la conservation de masse dans le sens classique, dans le sens newtonien, n'est plus vérifiée. Donc, la grande masse est différente de la somme des masses qui la constituent. C'est un nouveau phénomène qui apparaît en relativité parce que dans le cas classique, on considérait que la masse doit être conservée et qu'il n'y a pas une perte de masse. Bon, cette différence de masse entre M et la somme des MI, c'est delta M. Donc, c'est simplement la différence entre les deux quantités, c'est M moins sigma M. Et delta E, donc l'énergie qui correspond à cette différence de masse, c'est delta M fois C carré. OK? Donc, si on a une masse grand M qui se désintègre ou bien qui se divise en deux masses M1 et M2, donc la grande masse M est plus grande que M1 plus M2. Alors, la différence de masse delta M, c'est M moins M1 plus M2. Bon, après, vous allez voir en physique nucléaire qu'ils utilisent cette quantité en inverse. Ils vous disent M1 plus M2 moins grand M, et puis ils la prennent en valeur absolue. Donc, en termes d'énergie, ça ne change rien, mais en réalité, c'est cette grandeur ou bien c'est cette égalité qui est la vraie égalité, parce que c'est grand M qui est plus grande que M1 plus M2. Mais bon, en nucléaire, ils admettent une différente convention. Bon, donc l'énergie de liaison, c'est quoi? C'est cette différence de M, elle correspond à quoi? À cette différence de masse, là, ce delta M. Donc, ça représente quoi? La différence entre, parce qu'il n'y a pas une perte de particules, le nombre de particules est le même. Donc, cette différence de masse correspond à quoi? Correspond à une différence d'énergie qui est l'énergie de liaison
entre les particules. Donc, ce qui est delta M C carré. Donc, cette énergie delta M C carré, c'est quoi? C'est M moins M1 plus M2, c'est-à-dire le delta M fois C carré. Donc, on a cette équivalence entre masse et énergie. Et dans ce cas, on pourra exprimer les masses des objets massifs en unités d'énergie. Et c'est ce qu'ils font en physique nucléaire. Donc, les masses sont données en termes d'énergie, en fonction d'énergie. Par exemple, la masse d'un proton, qui est de 1,6 10-27 kg à peu près. Donc, si on la convertit en énergie, donc c'est cette quantité fois 3,18 au carré, donc ça nous donne 1,504 10-10 joules. Donc, en énergie ou bien en électronvolts. Donc, 1 électronvolt correspond à 1,602 10-19 joules. Donc, on divise cette quantité par l'électronvolt. Nous trouvons que la masse d'un proton est égale à 938 méga-électronvolts. Méga, c'est-à-dire 10 à la puissance 6. Donc, c'est la masse du proton en termes d'énergie. Et cela, vous allez le voir en physique nucléaire, toujours les masses des particules, elle est toujours donnée en termes d'énergie. Bon, je reviens au quadrivecteur quantité de mouvement. Donc, on a vu la dernière fois que la quantité de mouvement est un quadrivecteur, donc en 4 dimensions, dans l'espace-temps, et chacune des composantes peut se transformer par la transformation de Lorentz. Et les coordonnées sont, donc les premières 3 coordonnées, ou bien les coordonnées spatiales, c'est M fois la quadrivitesse, donc MUI, donc c'est MVI sur racine de 1 moins V carré. Et puis, il y a le P0, la composante temps de la quadriquantité de mouvement, qui est M sur 1 moins V carré. Bon, trouvons la norme de ce quadrivecteur, ou bien sa longueur. La norme, c'est-à-dire sa longueur, sa mesure dans l'espace-temps. Bon, on calcule son carré. Donc, on utilise toujours le carré parce que le carré, c'est le produit de deux quadrivecteurs P fois P. Et vous savez que le produit de deux quadrivecteurs, il est toujours invariant. Donc, le carré d'un quadrivecteur, il est toujours invariant parce que c'est simplement le produit scalaire de deux quadrivecteurs. Bon, P carré, c'est quoi? C'est la composante temps, donc c'est M carré sur M moins V carré, moins la composante spatiale au carré, donc c'est M carré, V carré sur 1 moins V carré. Bon, parce que VI au carré, la somme des 3, Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré, c'est V carré. Donc, on met M carré en facteur, il nous reste 1 moins V carré sur 1 moins V carré, donc c'est M carré. C'est une quantité qui est plus grande que 0, donc ce quadrivecteur quantité de mouvement est du genre temps, c'est-à-dire elle est à l'intérieur du cône de la lumière. Bon, tandis que l'énergie d'un photon, elle est souvent exprimée par le terme H fois la fréquence, H nu ou bien H fois F. Bon, vous savez déjà que l'énergie, elle est équivalente à la masse, et la masse, elle est équivalente à l'énergie. Donc, cette quantité HF ou bien H nu, ça dépend de la convention de notation que vous admettez, elle est équivalente à une énergie, donc elle est équivalente à un mc carré. Donc, cette masse M, qui est égale à HF sur C carré, c'est comme si c'était une masse équivalente du photon. C'est comme si le photon avait une masse équivalente qui est égale à HF sur C carré. Bon, je sais que la masse du photon dans le vide est nulle, mais il a une énergie, c'est une énergie pure.
Si le sens de ce terme veut dire que si on a le moyen de convertir cette énergie du photon en masse, ce photon aurait donné une masse qui est équivalente à HF sur C carré. Ça ne veut pas dire qu'un photon dans le vide a une masse. OK? C'est-à-dire, cette énergie du photon, si elle est convertie en masse, elle aura cette valeur de HF sur C carré. OK? Bon. Je vous donne un petit exemple juste pour vous donner ou bien vous expliquer cette équivalence entre masse et énergie. On va considérer un positronium. Le positronium, c'est une particule formée par la combinaison d'un positron et d'un électron. Le positron, c'est un électron de charge positive, c'est-à-dire il a la même masse de l'électron. C'est exactement comme un électron, mais la seule différence, c'est qu'il a une charge positive, c'est-à-dire c'est l'antiparticule de l'électron. Bon, bien sûr, c'est une particule neutre, donc un plus et un moins, donc la particule totale est une particule neutre. Bien sûr, quand vous mettez une particule et une antiparticule ensemble, ils vont tout de suite se désintégrer en énergie ou bien se transformer en énergie. Dans ce cas, ce positronium se transforme en deux photons en sens opposé. Donc, le positronium là, il se transforme en deux photons qui sont émis en sens opposé. Bon, maintenant, nous allons voir pourquoi c'est en sens opposé. Donc, il y a le positronium qui disparaît, donc une masse là qui est équivalente à 2 fois la masse d'un électron. Elle disparaît complètement et se transforme en énergie. Elle se transforme en deux photons. Donc là, vous voyez très bien, et expérimentalement, qu'il n'y a pas vraiment une conservation de masse dans le sens newtonien. Donc, il n'y a aucune masse qui est, ou bien il n'y a pas de masse conservée. La masse initiale qui était équivalente à 2 fois masse d'électrons est devenue une masse nulle, c'est-à-dire elle s'est transformée en deux photons de masse nulle. Donc, la conservation classique de masse n'est plus vérifiée. Il y a une masse non nulle qui se transforme en pure énergie, sans masse. Parce que ce qui est vraiment conservé n'est jamais la masse. Ce qui est vraiment conservé, c'est l'énergie totale et la quantité de mouvement. Donc, c'est deux quantités qui sont conservées et non la masse en termes de nombre de particules ou bien de particules, de molécules et de particules. C'est l'énergie et la quantité de mouvement qui sont conservées. Bon, ce positronium, s'il est considéré dans son propre repère, donc, quand il est au repos, donc sa quantité de mouvement initial est nulle, puisqu'il est au repos. Donc, puisque cette quantité de mouvement total est conservée, donc elle doit rester nulle même après des intégrations. Donc, obligatoirement, ces deux photons doivent partir exactement en sens opposé et avec la même quantité de mouvement pour chaque photon pour que la somme totale reste nulle. Donc, il y a un vecteur P dans ce sens et le même vecteur P dans l'autre sens. Donc, la somme des deux P après des intégrations reste nulle. Sinon, la quantité de mouvement ne sera pas conservée. Et ça, c'est impossible. Donc, pour vérifier la conservation de la quantité de mouvement, la désintégration de ce positronium doit se faire par l'émission de deux photons en sens opposé avec la même quantité de mouvement pour chacun. Donc, c'est-à-dire l'énergie initiale qui était mc carré du positronium, elle s'est transformée en deux photons.
Donc, l'énergie initiale mc carré doit être égale à l'énergie des deux photons émis, aussi pour vérifier la conservation de l'énergie. Donc, ce mc carré est égal à 2 fois quelle est l'énergie d'un photon, c'est C fois la norme de la quantité de mouvement. Donc, dans ce cas, la quantité de mouvement du photon sera, on simplifie par un C. Donc, la quantité de mouvement d'un photon sera équivalente à un demi mc, ou bien à mc sur 2. Donc, c'est la quantité de mouvement de chacun des deux photons émis par cette désintégration. Donc, la quantité de mouvement d'un photon, c'est un demi fois mc. OK? Bon, si on dessine cette désintégration dans l'espace-temps, donc si ce positronium était placé à l'origine du repère, en fonction du temps, puisqu'il est au repos, donc il reste à sa même position qui est le zéro, jusqu'à le temps où il se désintègre. Donc, il se désintègre en deux photons en sens opposé. Donc, l'une dans la direction positive et l'autre dans la direction négative. Bien sûr, dans l'espace-temps, si on dessine le trajet des photons, ils font un angle de 45 degrés avec T ou avec X. Donc, c'est la première bissectrice dans ce côté et la bissectrice de l'autre côté. Donc, les deux photons, donc, dans l'espace-temps, c'est la trajectoire dans l'espace-temps de ce phénomène de désintégration du positron. Donc, au moment où il se désintègre, il se transforme en deux photons, l'un dans le sens positif, l'autre dans le sens négatif. Okay? Bon, je termine par la relation entre la quantité de mouvement P et le vecteur d'onde K. Donc, nous allons établir une relation entre P, qui est la quantité de mouvement, et K, qui est le vecteur d'onde du photon, puisque le photon est une onde électromagnétique, donc il possède un vecteur d'onde K. Bon, mettons les deux quadrivecteurs ensemble. On a P, le quadrivecteur quantité de mouvement pour un photon, donc c'est m fois c, parce que la vitesse, ou bien la quadrivitesse, ou bien la vitesse d'un photon, c'est toujours, elle a la valeur c, c'est une invariante. Bon, j'ai mis un vecteur parce que cela est pris dans n'importe quelle direction, pas nécessairement suivant x ou y ou z. Bon, la masse, nous avons trouvé que c'était équivalent à une valeur hf sur c carré. Donc, c'est hf sur c carré qui est la masse, fois c vecteur, donc c'est la valeur c, fois le vecteur unitaire de la propagation, de la direction de propagation du photon, ou bien de l'onde, donc qui est défini par le vecteur unitaire suivant le vecteur d'onde K. Donc, on simplifie par un C, donc c'est HF sur C ou bien H nu sur C fois le vecteur unitaire UK. Et P0, elle a toujours le même module que les trois premiers, mais il n'y a pas de vecteur unitaire sur le temps. Donc, c'est HF sur C. Et K, le vecteur d'onde que nous avons vu quand on a étudié l'effet Doppler et toutes les caractéristiques des ondes. Donc, il a la quantité spatiale suivant x, y et z, c'est oméga sur c, oméga c'est 2pi fois f. Donc, oméga sur c fois le vecteur unitaire uk et oméga sur c comme le k0. Et comme oméga est 2pi f, donc f qui est oméga sur 2pi, on remplace f par sa valeur. Donc, p, voilà, le quadrivecteur P devient
Donc voilà, HF sur C, on remplace F par oméga sur 2pi, donc c'est H oméga sur 2pi C. H sur 2pi, donc vous savez que c'est la constante de Planck réduite qu'on note H bar. Donc là, le H bar, c'est H sur 2pi. Donc c'est H bar oméga sur C fois le vecteur unitaire UK. Et pour la composante temps de P, donc c'est HF sur C, c'est H oméga sur 2pi C, H sur 2pi, c'est la constante de Planck réduite, donc c'est H bar oméga sur C. Donc c'est la valeur de P. Or, si vous remarquez que oméga sur C, UK et oméga sur C, c'est bien les valeurs de K. C'est le vecteur d'onde K. Donc, si on met H bar en facteur, il nous reste, puisque H bar est une constante, on peut la mettre en facteur. Donc, il nous reste oméga sur C UK et oméga sur C. Cette quantité représente le vecteur K. Donc, P, elle est toujours égale à H bar K. Donc, la quantité de mouvement, elle est toujours égale à H bar fois le vecteur d'onde K, bien sûr, en 4 dimensions. Nous parlons maintenant dans l'espace-temps en 4 dimensions. Même, ça reste toujours valable, même si vous travaillez dans un milieu d'indice de réfraction n. Parce que ce qui s'ajoute, c'est n fois oméga c à la place de oméga sur c, donc c'est n oméga sur c. Et toujours cette quantité représente le vecteur d'onde k dans le milieu n. Donc P elle est toujours égale à H bar k, quelles que soient les conditions. Bon. Je reviens, ou bien avec cette même quantité, ce même quadrivecteur P, si je reviens en arrière, voilà P, voilà les composantes, c'est oméga sur C et H bar, je travaille dans un milieu N, c'est oméga sur C, N oméga sur C. Donc le P carré, la norme de P dans ce cas, c'est bien sûr H bar carré, il y a oméga sur C au carré, moins n carré oméga sur C au carré. Donc voilà, la norme, c'est H oméga sur C au carré en facteur. Il reste 1 moins n carré. Voilà, je reviens en arrière. C'est oméga sur C et H bar au carré en le tout en facteur. Il nous reste 1 moins n carré. Donc c'est une quantité qui est différente de 0. Okay, c'est une quantité qui est différente de 0. Donc, c'est comme si le photon avait une masse non nulle dans le milieu, dans un milieu M. Donc, c'est comme si le photon, quand il est dans un milieu M, quand il est freiné par cet indice de réfraction, c'est comme s'il avait une masse qui était différente de 0. Bien évidemment, sa vitesse est plus petite que C. Sa vitesse est C sur M. Donc, dans ce cas, c'est comme si le photon avait une masse dans le milieu. Je passe maintenant au dernier quadrivecteur que je vais donner dans ce chapitre, qui est le quadrivecteur force. Bon, vous savez, en dynamique, bien sûr, en dynamique, nous avons, ou bien nous devons avoir ce vecteur force. Or, en 3D, vous savez que la définition du vecteur force, c'était dp sur dt. Bon, dp sur dt en mécanique newtonienne, si vous faites le calcul, ça vous donne m fois a, m fois l'accélération, qui est la deuxième loi de Newton. Donc, petit f, voilà, la force en 3D, je vais la noter F minuscule, qui est dP sur dt, bien sûr le P en 3D, qui est noté en P minuscule. En 4D,
En 4D, on a toujours la même définition, parce que les définitions sont toujours les mêmes. Grand F, qui est la force en 4 dimensions, est égal, au lieu de P3D, ça sera P4D, donc c'est dP majuscule, sur des taux. Bien sûr, on remplace le temps par une invariante de temps qui est taux. Donc, à la place de dt, on utilise des taux. Donc, les composantes de la force en 4 dimensions seront dp mu sur dp taux, c'est-à-dire dp0 sur d taux, dp1 sur d taux, dp2 sur d taux, dp3 sur d taux, etc. Donc, le vecteur f, si nous écrivons les composantes, il y a les 3 premières composantes suivant x, y et z, ou bien les composantes 1, 2, 3, c'est-à-dire dpi sur des taux i allant de 1 jusqu'à 3. Bon, d taux, c'est la racine de 1 moins v carré dt. Donc, c'est dpi sur racine de 1 moins v carré dt. Bon, dpi sur dt, c'est fi. Donc, c'est la force en 3D. Donc, c'est 1 sur racine de 1 moins v carré fois la force en 3D. Donc, c'est 1 sur racine fx plus 1 sur racine fy plus 1 racine fz. La quatrième composante, c'est dp0 sur d taux. Donc, c'est dp0 sur racine de 1 moins v carré dt. Or, nous avons vu, il y a un diapo ou deux diapos en avant, que dp0 sur dt, c'était l'énergie. Ou bien, pardon, dp0, c'est l'énergie. Ou bien dp0, c'est dE. Donc, on peut écrire que dp0 sur d taux, elle est égale à dE sur d taux, ou bien dp0 sur racine de 1 moins v carré dt. Donc, ce dp0 sur d taux, il est équivalent à dE sur d taux. Okay? Donc, je termine. Je vais utiliser cette quantité pour trouver une relation qui est semblable à la deuxième loi de Newton. Donc, ce grand F qui est dp sur d taux, bon, dp, le grand P, le quadrivecteur P, en fait, nous avons trouvé que c'était m fois la quadrivitesse U. Donc, c'est d de mu sur d taux. M est une constante, donc c'est m du sur d taux. Or, du sur d taux, c'est la quadriaccélération, le gamma majuscule. Donc, nous avons trouvé une relation qui ressemble à la deuxième loi de Newton, mais au lieu d'écrire F, petit f égale ma, maintenant la quadriforce grand F est égale à m fois l'accélération gamma. Donc, F égale m gamma, la quadriaccélération. Bon, je ne vais pas faire la démonstration, mais je vous donne ces 3 égalités. À partir de cette grandeur f égale m gamma, vous trouvez que f fois la quadrivitesse U est nulle, f fois p est nul, bien sûr, parce que p égale m fois U, et p fois l'accélération est aussi nul. Donc, P fois, bon, ça c'est une seule flèche, fois le vecteur gamma. Donc, P fois gamma aussi est égal à 0 parce que en quadridimension, en 4 dimensions, pardon, ces vecteurs-là sont perpendiculaires. La force est perpendiculaire à U en quadridimension et bien sûr, elle sera perpendiculaire à P. Et P aussi est perpendiculaire à l'accélération. Bon, je vais prendre la première et la développer. Donc, F fois U est égal à 0. Donc, F fois U, si vous revenez à F, donc on multiplie ces quantités-là par les composantes de vecteur U. Donc,
F0, c'est dE sur d taux, fois U0 qui est 1 sur racine de 1 moins v carré. Donc là, c'est le produit des composantes temps, moins le produit des composantes espace. Donc c'est petit f sur racine de 1 moins v carré, fois les composantes spatiales de E qui est V sur racine de 1 moins v carré, qui est égal à 0. Bon, on a cette quantité qui est égale à 0, donc c'est 1 sur racine de 1 moins v carré dE sur d taux moins f fois v sur racine de 1 moins v carré qui est égal à 0. Donc, ce que nous trouvons, c'est, bon, là, il n'y a pas de racine. Ça, c'est 1, ça doit être 1 moins v carré. Donc, il n'y a pas de racine là. Donc, c'est racine de 1 moins v carré fois racine de 1 moins v carré. Donc, c'est f fois v sur 1 moins v carré. OK, donc, nous trouvons à la fin que ce dE sur dt est égal à f fois v, ou bien dE sur d taux est égal à f fois v. Bon, la conséquence, et vous pouvez s'amuser à faire à faire le développement des deux autres équations. Bon, la conséquence de de ces grandeurs-là, ou bien de ces égalités, c'est que la troisième loi de Newton n'existe plus. On n'a plus la troisième loi de Newton. Je vous rappelle, la troisième loi de Newton nous dit que euh, c'est la loi de l'action et réaction. Donc, si on agit sur un objet, l'objet va réagir par une force qui est de même grandeur, mais en sens opposé. Cette propriété, ou bien cette troisième loi de Newton n'est plus vérifiée parce que, tout simplement, deux vecteurs qui sont en sens opposé et de même grandeur dans un repère ne sont plus ni de même grandeur ni en sens opposé dans un autre repère qui est en mouvement à une vitesse v. Donc cette troisième loi de Newton n'existe plus. On ne peut plus parler de action et de réaction dans le sens newtonien de l'action et de réaction. OK, donc je termine donc pour cette séance. On se voit dans la séance prochaine.